Oh, toi qui as 18 ans et qui souhaite investir en bourse, tu te poses plein de questions. Comment investir? Sur quel compte choisir? Quelle stratégie avoir pour commencer à déposer mes premiers euros? Dans cette interview avec Clément Bravo, un grand ami sur Instagram auquel on discute énormément, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait 18 ans? Comment investir quand on a 18 ans en bourse? Tu vas voir qu'on a traité des ETF, on a tout traité. Je t'en dis pas plus, on se donne tout de suite sur l'interview où tu vas apprendre à déposer donc tes premiers euros quand tu as 18 ans, comment faire grossir un capital donc à partir d'un SMIC, comment faire transformer ce SMIC en un patrimoine de millionnaire. C'est ce que tu vas apprendre à l'intérieur de cette interview. Bien entendu, aucun conseil en investissement. Je tenais encore à remercier Clément Bravo de m'avoir donné sa disponibilité. Si tu veux apprendre et savoir qui il est, on va justement le découvrir dans cette interview. Mais sinon, tu as tous les liens à l'intérieur de cette description sur cette vidéo YouTube. Et on se dit à très vite pour l'interview. A tout de suite, investisseurs. Bonjour Clément, Clément Bravo que nous accueillons sur MySequoia. Alors je vais laisser se présenter, je pense que le sujet je l'ai déjà présenté en amont dans l'introduction, donc vous savez sur quoi vous allez être mangé. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, j'ai invité donc cette personne, Clément, qui est un très bon ami à moi. On parle beaucoup sur Instagram, on est venu à se connaître de cette façon-là. Et avec Clément, on a décidé donc aujourd'hui de vous parler donc sur le comment investir quand on a 18 ans, quand on est très jeune. Donc, et justement, on va traiter de cette thématique-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes du coup qui s'intéressent de plus en plus à l'investissement. Juste un petit disclaimer, bien sûr, juste avant de commencer cette interview, Clément, je pense que tu es d'accord avec moi. On n'est pas des conseillers en investissement, donc Exactement. tout ce qu'on va vous dire, c'est uniquement d'un point de vue informatif. On va utiliser beaucoup le jeu, ce qu'on aurait fait, nous, à 18 ans, comment est-ce qu'on aurait investi par rapport à des données historiques, par rapport à oui, des données historiques. Et donc, on va vous présenter tout ça, mais en aucun cas un conseil en investissement. On vous apporte un maximum donc, d'informations, de valeurs, de contenu éducatif. Et, euh, et puis voilà. Donc Clément, je te laisse te présenter actuellement. Merci beaucoup, Sony, pour l'invitation. Déjà, ça fait super plaisir. Et moi, je m'appelle Clément, j'ai 27 ans, donc je pense qu'on a à peu près le même âge ou pas loin. J'ai une Et petite année de plus que toi. une petite année de plus. Voilà, je suis Mm. le petit jeune. Et du coup, j'ai démarré l'investissement en bourse il y a quelques années. Et c'est devenu passionnant pour moi parce que j'ai essayé de me former un maximum. Et j'en suis arrivé au point de démarrer ma chaîne YouTube et un compte Instagram pour essayer de partager un petit peu comme toi mon aventure en bourse et essayer de partager un maximum de contenu éducatif dessus. Donc, comme tu l'as bien précisé, c'est pas des conseils, mais vraiment plus Mhm. mon parcours et de quoi réfléchir par rapport à l'investissement en bourse. Et voilà, donc c'est plutôt ça au Et, niveau ju- de mon parcours. tu investis depuis combien de temps, toi, Clément, environ? Alors moi, j'ai démarré pendant le confinement en 2020. Donc Mhm. j'avais déjà quelques notions avant ça, mais vu que je travaillais beaucoup à mon cabinet de kiné, parce que je suis kiné en dehors de tout ça, donc à temps plein. Et je me suis intéressé à l'investissement en bourse pendant le confinement, vu que j'avais le temps de m'y intéresser pour de vrai. Mhm. Donc j'ai saigné toutes les vidéos YouTube que j'ai pu trouver, j'ai lu des livres et cetera. Et je me suis vraiment lancé dedans, en gestion libre en fait. C'est moi qui faisais mes propres investissements parce qu'avant j'investissais, mais à travers souvent heu, des gestions, mince, c'est quoi le mot? Plutôt passive, non, c'est ça? Non, plutôt, comme Yomoni, des gestions pilotées. Ah, Voilà, des je gestions cherchais le mot. pilotées, ouais. Voilà, Plutôt j'étais passive. plutôt sur des gestions pilotées parce que j'avais pas assez de Mhm. connaissances pour le faire moi-même. Et à partir du confinement, du coup, j'ai vraiment pris en main ma gestion personnelle au niveau de mes investissements et de mes finances. Et il y a eu des raisons pour que tu sois passé, tu sais, d'une gestion plus «passive» entre guillemets, autopilotée, à une gestion un peu plus active, je dis active, dans Bah, la sélection de tes actions, ce qu'on nous ouais. expliquera aussi quelle stratégie on emploie. Bah, en gros, je me suis rendu compte que, et ça on le voit partout, passer au niveau des réseaux, c'est que les frais, c'est un paramètre très important quand on investit en bourse. Parce que, quand on investit en bourse, on cherche à avoir une performance, et pour Mmh. optimiser le plus possible notre performance, il faut essayer de limiter les frais. Parce que moins on a de Mmh. frais, plus notre performance globale sera supérieure. Donc,
je me suis rendu compte de ça et je me suis rendu compte qu'en investissant à travers les banques avec des gestions pilotées et des choses qu'ils faisaient pour moi ou à travers des assurances vie pilotées comme Yomoney, par exemple, il y avait quand même des frais, assez importants. Donc Mmh. je me suis dit, que je suis pas plus bête qu'un autre et j'ai vu que pas mal de monde arrivait à investir, seul de leur côté, sans non plus faire n'importe quoi. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas moi?» Donc je me suis vraiment renseigné à fond parce que moi je suis vraiment, j'ai le parti pris de, bien avoir les connaissances avant de me lancer pour éviter de faire, beaucoup d'erreurs et ça m'a évité pas mal d'erreurs, je pense. Mmh. Donc voilà, en gros, j'ai fait un petit peu tout ce cheminement-là et je me suis lancé, bah, tout seul, il y a à peu près 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Mmh et c'est vrai que Un peu c'est moins de 3 super ans. c'est intéressant parce que, tu vois, en moins de 3 ans, tu as pu développer de belles compétences. Alors moi, je l'appelle ça plutôt des compétences financières. Parce que c'est vrai que du coup, tu sais comment analyser une action, laquelle choisir et c'est vrai pour ceux qui ont envie d'investir à 18 ans, ça peut leur faire peur, mais c'est vrai qu'il y a des, moi je sais que, quand on investit sur des ETF, c'est très, très simple. En gros, il y a des ETF qui sont plutôt qui répliquent un indice boursier. Bon, ça, on y reviendra aussi. Mais vous avez pas besoin d'avoir parce que souvent à 18 ans, on peut se dire: «Ouais, on a les études, ça peut nous prendre pas mal de temps sur l'analyse et tout». Mais vous avez, il existe donc des produits financiers, donc des actifs comme les ETF, qui permettent d'investir sur plus de 500 entreprises comme le S&P 500, et de vous diversifier en un seul achat. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi en termes de compétences, mais aussi, quand on est jeune, il faut en profiter justement d'apprendre à gérer ses finances parce que c'est pas juste investir pour investir. On est là où vous allez aussi apprendre à mieux gérer vos finances, à mieux gérer vos entrées, vos sorties d'argent, à économiser et cetera. Mais ça aussi on va y revenir et puis justement, ça rejoint un petit peu ce pourquoi investir quand on est jeune. Clément, je pense que tu vas nous renseigner, puis on pourra discuter aussi dessus. Mais il y Mmh. a de nombreux avantages quand on décide d'investir au plus jeune, notamment sur les intérêts composés. C'est une très belle chose. Ouais. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ça pour les plus jeunes? Alors investir quand on est jeune, c'est un très grand avantage parce que Mmh. vous avez de nombreuses années d'investissement devant vous et je pense sincèrement que c'est, la plus grande force d'une personne qui est jeune et qui s'intéresse déjà à l'investissement et à essayer d'investir, son argent. Parce que le temps, pour moi, c'est presque plus puissant que la performance qu'on peut avoir. Parce que les années, qui vont passer vont beaucoup vous aider à développer votre patrimoine financier, comme l'a dit Mmh. Sony, avec, les intérêts composés. Donc les intérêts composés, c'est quoi? C'est, en gros, par exemple, on va prendre un exemple. La première année, vous allez investir 10 000 € avec un rendement de 10%. On va faire des chiffres ronds pour les calculs, ce sera plus Mmh. simple. Donc la première année, vous allez gagner 1 000 €, 10% de 10 000 € et ces 1 000 € vont se rajouter à votre capital. Donc la deuxième année, vous allez avoir 11 000 €. Si la deuxième année, vous faites 10% sur 11 000 €, vous allez non plus gagner 1 000 € comme la première année, mais 1 100 € et ainsi de suite. On rajoute les 1 100 € aux 11 000, ça fait 12 100, et cetera et cetera et si Mmh. tu veux, on peut faire une petite démonstration des intérêts composés, sur Oui, bien sûr. Mmh. le calculateur. Donc on va prendre, bon, on va prendre 10 ans, par exemple. Alors, je vais passer la main au-dessus. 10 Donc ans, là, ce que nous fait voir, Clément, pendant qu'il rentre ses chiffres, c'est, si vous voulez, c'est un calculateur que vous pouvez trouver sur internet. Alors c'est financier.com. Ce qui permet en fin de compte de créer une simulation sur X années que vous pouvez par exemple, je sais pas, vous mettez 100 € par mois ou 50 € par mois sur un ETF ou sur une action. Alors tout ce qui est très parce que là, vous vous demandez sûrement: «Oui, mais comment générer 10 par an, quand on est» voilà, c'est un comment est-ce exemple, que hein. ça fonctionne? Voilà, mais ça, on y reviendra. On repassera aussi sur les différentes stratégies que nous employons. Et voilà, donc là, on va rejoindre Clément sur Alors, sur. Ouais, ouais, vas-y. pour expliquer très simplement, en gros, ce que je disais, on a 10 000 € au départ avec un rendement à 10% sur Mmh. 10 ans. Donc, on peut voir que bah, les intérêts évoluent d'année en année et que Mmh. la dernière année, on va passer de 23 579 à 25 537. Donc, il y a quasiment 2 400 € d'écart entre ces deux valeurs, alors que la première année, on faisait uniquement 1 000 €. Donc ça, c'est ça la puissance des intérêts composés. Mmh. Et maintenant, on va rajouter le temps comme variable et on Mmh. va faire ça sur le très long terme. Donc, on va prendre un Voilà. jeune de 18 ans qui veut investir pendant 40 ans, on va dire, et qui a pour objectif de prendre sa retraite, on va dire, un petit peu plus tôt que l'âge légal.
Donc, à 60 ans, il veut prendre sa retraite. Donc, on investit sur 40 ans. Et là, en fait, cet effet des intérêts composés va devenir très fort sur les dernières années. C'est ce qu'on peut voir sur la courbe ici. Le début de la courbe paraît très aplati, alors qu'en réalité, on a quand même des gains. Mais au bout de la 23e année, on est à 89 543 euros. On est ici. Si on continue d'augmenter, on va prendre ici par exemple l'année 34, donc 9 ans après, on a 255 000 euros. Et la dernière année, l'année 40, on est à 452 000 euros. Donc, entre l'année 33, non, l'année 34 à 255 000 et l'année 40, en 6 ans, on a fait Plus de 100 quasiment 000 quand même. 200 000 euros. 200 000 euros, Donc, ouais, c'est ça. voilà. Donc, ça, c'est toute la puissance des intérêts composés. Et donc, ça, c'est juste avec un capital de départ, une très, Oui, très longue durée d'investissement et un rendement. voilà, Après, ce c'est qui est très juste. fort aussi, c'est quand on fait des contributions mensuelles, comme il y a marqué ici, et Mhm. qu'on investit de mois en mois. Parce que alors, ouais, juste pour vous rappeler, là, on est sur un calcul assez basique. Si vous voulez, là, on reçoit, vous avez 10 000 euros, je sais pas, que vous avez réussi à économiser sur sur X années, ou un placement de la part de certaines familles. Vous pouvez même faire la simulation avec moi, hein. Je sais pas si vous avez, par exemple, un livret A qui est rempli, enfin, qui est rempli. Le livret A, je crois que le plafond est à 22 000. Mais voilà, si vous avez un petit livret A où vous avez 1 000 à 2 000 euros dessus, vous pouvez le montant initial, en gros, c'est le montant déposé sur un type d'actif. Donc là, qui vous rapporte 10% par an. Et ensuite, c'est vrai que là, c'est sans aucune contribution mensuelle. Quand on parle de contribution mensuelle, c'est le dépôt chaque mois que vous allez attribuer sur l'actif. Quand je parle de dépôt, c'est-à-dire votre épargne d'investissement, votre capacité d'épargne à investir chaque mois sur un actif tangible, donc comme les ETF. Et donc là, vous allez voir, Clément va nous présenter, je pense que la courbe va être encore Par plus, exemple, voilà, encore plus haute. on va revenir un peu à la réalité, ça sera plus simple. On va prendre un rendement largement atteignable, donc on va prendre 6%, C'est pour qui est ça. un rendement largement plus atteignable que 10% en Oui. investissant en bourse de manière en contrôlant largement son risque. On va Mhm. toujours laisser un capital de départ de 10 000 euros, ou même on va le baisser. Allez, pour des jeunes de 18 ans, on va dire qu'au début, vous avez 1 000 euros à investir, et Mhm. ensuite que vous avez 100 euros à investir par mois. On va faire ce calcul-là. Et sur 40 ans, avec un rendement plus faible, 1 000 euros de départ et 100 euros d'investissement par mois, ce qui est certes une somme pour des jeunes de 18 ans, et j'en suis très Mhm. conscient, à 18 ans, je n'avais pas forcément cet argent-là à investir. Mais si on est sérieux, je pense qu'on peut arriver à mettre une petite somme de côté. Et on peut voir qu'au bout de 40 ans, 49 000 euros se sont transformés en 207 142 euros. Mhm. Donc quasiment x4, un peu plus de x4 sur votre investissement. Donc voilà, c'est ça en ayant voilà, patienté, en ayant un rendement à 6% par an. Alors si on reprend par exemple, on va prendre l'ETF du S&P 500. L'ETF du S&P 500, on sait que sur une période de 100 ans, donc sur une période de 100 ans, en moyenne, a rapporté 8,5% par an aux investisseurs. Donc sur 100 ans, quand même, en termes de données statistiques historiques, on ne peut pas mieux faire, je pense. Donc là, en rajoutant voilà, quelques Ouais. pourcentages en plus. Et vous allez voir que justement en passant de 6%, donc un rendement qui est Mmh. assez faible et peu risqué, à un rendement de 8,5 qui est le rendement réel du S&P 500, vous allez Mmh. voir le bond que ça va faire ici. On passe de 207 000 à 411 111 Mmh. euros. Donc, On double. ouais, on double, enfin, ouais, quasiment on double Mmh. notre investissement, mais sans doubler forcément le rendement. Et encore autre chose aussi, c'est par rapport à votre contribution mensuelle. Parce que j'imagine qu'avec les années qui vont évoluer, votre style de vie, votre salaire va augmenter en parallèle. Donc en fait, l'idée, c'est à 18 ans, allez, entre 18 et 25 ans, vous commencez peut-être avec un salaire qui est moyen, donc 100 euros de contribution me paraît bien pour commencer. Mais ensuite, l'objectif, c'est ce qu'on appelle d'augmenter sa capacité d'épargne, c'est-à-dire mettre de côté 5% de votre salaire, donc imaginons 100 euros, à 10%, voire 15% de son salaire. Donc dès lors que vous allez augmenter, mettons 100 euros de plus, par exemple, Clément, je ne sais pas Allez, combien est-ce on que tu part veux pour mettre de 200 plus. euros. Ouais, Ouais, 200 euros, ça me paraît voilà, très donc bien. là, On imaginons va qu'à faire 25 x2. ans, voilà, là, donc on vous voyez juste avec 100 euros de plus, combien est-ce qu'on peut pousser encore plus haut. Et donc le but, vous avez vu par rapport à ça, c'est vraiment d'optimiser votre contribution, oui, ils appellent ça contribution, votre placement chaque mois, votre taux d'épargne, voilà. C'est
c'est une économie qui permet, en fin de compte, voyez ça comme une économie qui permet de démultiplier votre patrimoine dans le futur. Et c'est vrai, c'est énorme, quoi. Ouais, mais disons C'est que juste ça. voilà, l'argent que vous arrivez à mettre de côté et à investir Mm. aujourd'hui, surtout si vous êtes très jeune, ça sera de l'argent qui sera, multiplié par, 4, Mhm. 5, 6 fois pendant quelques années. Donc certes, c'est un petit sacrifice, à l'instant présent. Encore Mhm. sacrifice, c'est un très grand mot, mais Oui. en gros, on repousse, la gratification. Donc Mhm. on va pas garder nos 100 € pour se faire plaisir aujourd'hui, on va garder nos 100 € pour les investir et avoir encore plus tard pour pouvoir se faire encore plus plaisir quand on aura réellement, besoin de Mhm. pas mal d'argent. Alors Et j'aimerais même. donc Oui, vas-y, continue, Clément. Excuse-moi. ouais, et du coup, bah, en fait, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de faire, il y a 3 paramètres qui sont importants quand on investit en bourse. Ça va être du coup la durée d'épargne. Donc ce qu'on a vu, plus on investit longtemps, plus, les intérêts composés vont pouvoir, se démultiplier et ça va être très, très puissant. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le rendement. Donc là, on a un rendement moyen du S&P 500 et tant qu'à faire aussi, je vais faire un petit parallèle, avec les très hauts rendements qu'on peut trouver sur certains actifs comme les cryptos, par exemple, qui attirent beaucoup Mhm. les jeunes. Si on cherche un rendement très élevé, on a un risque également très élevé et on l'a vu actuellement avec ce qui Mhm. s'est passé sur les différentes plateformes, comme Ouais. FTX par exemple. Donc Mhm. chercher un rendement, moyen, mais en contrôlant notre risque, c'est pour moi une des meilleures façons d'investir. Et ensuite le troisième pilier, c'est d'essayer d'augmenter au maximum votre contribution mensuelle ici, pour investir de plus en plus et démultiplier encore au maximum, votre montant final, que vous aurez dans quelques années. Cette réflexion, justement, Clément, et je te rejoins, mais à fond dessus, parce que j'avais du mal à comprendre ça au début. Quand vous voyez du rendement élevé, quand vous êtes jeune, je sais que ça peut, voilà, c'est friand, ouais, c'est super. On vous propose 10% par mois, ça fait du 120% par an. En gros, vous multipliez votre capital chaque année. Il faut savoir que plus vos rendement est haut, plus le risque est également haut. En fait, c'est la même pièce. Quand vous tirez un rendement haut, il y a forcément du risque haut qui est à côté. Donc, dès lors que vous voyez, ça, c'est un réflexe aussi aux plus jeunes qu'il faut. Ça, c'est une sensibilisation. Donc, si on peut les sensibiliser à ça, c'est encore mieux. Beh, C'est, on est là pour ça, hein. Enfin, dans on est l'idéal, là. si on arrive à faire ça, c'est juste génial, hein. Moi, j'aurais aimé avoir ces conseils-là quand j'avais 18 ans, Moi au lieu aussi. de tout cramer, Mm, quand j'étais étudiant, j'avais un petit peu de sous de côté, j'avais quand même mes parents qui m'aidaient, donc je faisais un petit job, j'aurais pu mettre cet argent de côté et commencer à investir, mm, mais j'ai tout cramé, dans les soirées, les bières et mm, cetera, donc ben, comme beaucoup d'étudiants, mais je trouve ça dommage et avec un peu de recul, c'est pas un regret parce que de toute façon, j'avais pas les connaissances pour, mais si j'avais eu les connaissances, j'aurais, je pense, mm, commencé à placer un petit peu d'argent, tout en me faisant plaisir à côté dans ma vie étudiante, mais placer un petit peu, petit à petit, ça aurait été une des meilleures décisions, je pense. mhm. Ouais, parce que donc, ouais, exactement. Et pour revenir par rapport au risque-rendement, quand vous voyez en fin de compte un rendement qui est élevé, posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est nous le produit ou est-ce que c'est où est l'arnaque? Donc, il faut bien penser à tout ça. Donc, faites attention s'il y a un rendement élevé. Alors, quand je parle de rendement élevé, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est des promesses à 10% par mois, des, du 30% par an. Alors, c'est plus compliqué. En fait, il faut maîtriser le risque. Je dis, il faut maîtriser le risque et votre rendement. Je ne dis pas qu'il faut fuir non plus à tout prix certains rendements, comme peut proposer les cryptos ou certains robots trading, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, il faut avoir une stratégie, il faut être conscient que l'argent qu'on place, on peut le perdre à tout moment. Donc, faire attention à tout ça et aux promesses surtout. Voilà, ayez votre Et propre réflexion à côté de ça. exactement, et si je devais rajouter quelque chose, il est aussi possible, une fois qu'on a établi une vraie stratégie d'investissement qui est solide Mhm. sur, des choses très tangibles comme, la bourse par exemple, avec, on va dire 90 de vos fonds, vous avez une stratégie long terme qui est prouvée, solide, sans prendre des risques démesurés, et ensuite rien n'empêche avec les 10 restants d'aller sur des stratégies qui cherchent un peu plus de rendement, mais qui sont un peu plus risquées, tout en sachant Mhm. que, justement il y a des risques, plus importants. Donc on peut aussi essayer de réfléchir comme ça en ayant, un gros bloc de stratégie solide et qui est prouvé sur le long terme que ça marche et un petit peu de pas une dizaine de pourcents sur des stratégies plus rentables. Mhm. Alors justement, on va reprendre, Clément, parce que tu parles de stratégie. Quelles sont, tu penses, les stratégies pour un jeune, tu vois, qui commence? Comment est-ce que toi, tu aurais débuté en bourse à 18 ans avec les connaissances que tu as, avec les connaissances que tu as aujourd'hui? Si tu devais remonter en arrière, quelles sont les stratégies que tu adopterais, toi, tu penses?
Alors, si je devais remonter en arrière, je pense que si on prend une stratégie globale, la première étape, ça serait de mettre de l'ordre dans mes finances personnelles, parce que pour moi, c'est vraiment Mmh. la base Mmh. de Oui. l'investissement. Si on n'a pas une bonne vision et si on ne mesure pas exactement tout ce qui se passe au niveau de nos finances personnelles, on investit un peu à l'aveugle et c'est enfin, c'est pas carré, quoi. Et moi, je fonctionne pas comme Ouais. ça. Je pense que quand on mesure les choses, on peut améliorer des choses. Donc, pour moi, c'est la première étape. Et une fois qu'on gère bien nos finances personnelles, qu'on sait combien on arrive à mettre de côté, par exemple, on peut se permettre ensuite d'aller sur des stratégies d'investissement en bourse. Et Mmh. pour moi, si j'avais 18 ans aujourd'hui, je pense que je m'intéresserais à l'investissement passif via les ETF, Mmh. parce que c'est une stratégie qui demande peu de gestion, qui demande Mmh. quand même assez peu de connaissances pour la mise en place de cette stratégie. Et Mmh. une fois que la stratégie est mise en place, on peut la laisser tourner en fait et on a juste à la gérer 5-10 minutes par mois en passant un ordre pour acheter un ETF spécifique qu'on a déterminé en amont sur sa stratégie. Mais Mmh. je pense que ça serait la stratégie la plus adaptée à quelqu'un qui est jeune. Alors j'aimerais revenir justement sur ce que tu dis, ça c'est important, tu vois? C'est sur les finances personnelles. Est-ce que certains jeunes qui nous écoutent ne savent pas forcément, ce que c'est? Quels sont deux trois conseils que tu donnerais à un jeune pour, bien gérer ses finances personnelles? Alors, pour bien gérer ses finances personnelles, en fait, il y a quelques Ouais. métriques, quelques données à chercher à obtenir et qui sont très importantes. Pour moi, il y a, déjà faire un petit peu le calcul de vos revenus et vos dépenses. Parce Oui, c'est que, vrai. déjà, à partir de là, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, bah, il y a Mmh. quelque chose qui déconne et c'est au bout d'un moment, ça ne tournera plus comme il faut et du coup, quand vous avez vos revenus et vos dépenses, vous obtenez votre capacité d'épargne qui, du coup, correspond à vos revenus moins vos dépenses et à partir de ce chiffre-là, vous pouvez déterminer, combien vous pouvez investir en bourse, par exemple. Donc ça, c'est Mmh. les premières choses à suivre pour moi et la deuxième chose à suivre, c'est, suivre l'évolution de son patrimoine net et dans cette évolution-là, on va dire que il faut noter un petit peu tout ce qui se passe sur, nos comptes courants, par exemple, combien d'argent cash Ouais. on a, au niveau de nos Mmh. comptes d'investissement et ensuite pour quand on est plus évolué, au niveau de l'immobilier et cetera, enfin, Mmh. essayer de tout noter. Je sais pas si tu appliques toi, par exemple, la stratégie des, par exemple, pour mieux gérer ses finances personnelles, je sais qu'il y a une règle à appliquer, c'est les 50-20-30. Mmh, Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est quand vous recevez votre salaire, c'est de découper en fin de compte votre salaire en plusieurs parties. La règle des 50-20-30 consiste à dire que vous avez 50 qui vont partir tout de suite sur ce qu'on appelle les charges fixes, donc tout ce qui est loyer, alimentation, essence, voiture, bon bref, tout ce qui est vital. Ensuite, vous avez 20 de votre, ce qu'on appelle 20, donc c'est votre capacité à épargner, donc à mettre sur un livret jeune quand, bah, voilà, vous avez 18 ans, vous pouvez profiter d'un livret jeune, avec un rendement, je crois, plus intéressant que le livret A. Je ne sais pas à combien il est en ce moment le livret livret jeune? jeune, c'est pareil, je crois, c'est le LEP Ouais, qui est au-dessus. c'est le LEP, c'est le Le OK. livret d'épargne populaire. Vous avez ça et voilà, donc ces 20 correspondent à votre capacité d'épargne et votre capacité d'investissement. Donc vous avez normalement 20 de votre salaire et ensuite vous avez 30 qui part dans les plaisirs personnels. Donc ça peut être cinéma, restaurant, ça peut être vêtements, outfit, voilà, un peu ce que vous voulez. Mais en ayant déjà une vision claire, comme dit très bien Clément, je pense que le premier conseil, c'est combien est-ce que vous gagnez, combien est-ce que vous dépensez? On Mais se met on se met au clair là-dessus, quoi ouais et et je pense ensuite, je suis d'accord avec toi sur, cette méthode 50-30-20, ça peut être une bonne première porte d'entrée, on va dire, mmh, au niveau de la gestion, budgétaire et au niveau de la gestion des finances personnelles. Mais pour mmh, moi, cette méthode, elle a quand même pas mal de limites parce que, elle s'adapte pas forcément à tout qui le on monde. est réellement. Parce que Mmh. moi, par exemple, on va prendre mon cas, je suis à mon compte, donc j'ai des revenus très fluctuants. Donc il y a des mois où je vais rentrer très peu d'argent, d'autres où je vais rentrer beaucoup plus. Et même si on prend, par exemple, une personne qui gagne, peu d'argent, peut-être que 20 d'investissement et d'épargne pour elle, ça va être énorme. Alors que pour Mmh. une personne qui gagne, on va dire, qui a un salaire très confortable, qui gagne aujourd'hui 5 000 € par exemple, bah, peut-être que 20 au final pour elle, ça va être assez faible. Elle Mmh. pourrait épargner beaucoup plus. Sauf que si elle se réfère à cette stratégie de 50-30-20, elle va se dire: «Bah, je mets jamais plus de 20 et tout le reste, je me fais plaisir avec». Alors qu'au final, elle aurait pu potentiellement investir plus en, gérant, beh, de manière personnalisée ses finances personnelles avec, moi je le fais à travers des tableurs,
Mmh. qui traque un petit peu tout ça. Je suis d'accord. C'est vrai qu'en fonction de votre stratégie, parce que tout dépend aussi de comment est-ce que vous êtes gourmand sur votre salaire. Il y en a qui peuvent dépenser, beaucoup plus, il y en a un peu moins. Par exemple, il y en a qui vont peut-être pas dépenser 30, qui vont être plutôt réservistes, qui vont avoir le réflexe d'épargner tout de suite, qui sont moins, voilà, moins friands d'acheter des vêtements, qui ont déjà l'âme, voilà, de vouloir économiser, qui sont plutôt maîtrisés dans leurs finances. Donc oui, c'est juste une règle de base, hein, c'est pas applicable obligatoirement. C'est juste pour une idée de ce que vous pouvez, Mmh. de ce que vous pouvez investir. Une Ensuite, vous bonne pouvez base à avoir, ouais. c'est ça, vous pouvez varier ensuite, le taux de pourcentage peut varier en fonction de votre, de votre ancienneté, de votre âge, de ce que vous faites dans la vie. Donc tout ça, ça peut bien entendu évoluer. Et aussi justement, on avait parlé de ça, tu vois? Donc construire, je pense que c'est si tu on discutera sur ce sujet-là, mais quand on commence à investir, moi je pense qu'avant même d'investir, je pense que comme tu le dis, voilà, il faut savoir donc déjà épargner, simplement. Et en fait, ce que j'ai appris à mes élèves dans la formation, dans les formations que je vends, c'est de créer un permis d'investir. Ce permis d'investir, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est bien, vous avez plusieurs étapes. C'est-à-dire que combien pour moi, pour investir en bourse, il faut savoir épargner. Il faut savoir bien contrôler ses C'est finances, il faut savoir sans mettre de épargne, il y a l'argent. pas d'investissement de toute façon, voilà. Exactement. Et en fin de compte, j'ai inventé ce permis d'investir en plusieurs étapes. Vous pouvez commencer à 3 de votre salaire à investir, mais pas tout de suite en bourse. Vous pouvez l'investir, sur un LEP, sur un livret A, créer une épargne de précaution. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez votre épargne de précaution, donc l'épargne de précaution, Clément, c'est 3 à 6 mois de salaire en avance? Ouais, ça va dépendre de enfin, du contexte, de chacun. Mmh, On va dire qu'aujourd'hui, si on s'adresse à des personnes qui sont assez jeunes, et qui forcément par exemple, un étudiant de 18 ans qui vit chez ses parents et qui a très mmh, peu de charges, qui a pas de loyer, qui, oui, participe peut-être uniquement pour la nourriture et ce genre de choses, de charges-là, va mmh, pouvoir avoir une épargne de précaution assez, faible. rapide. Alors Oui, que, bien sûr. alors que quelqu'un qui a beaucoup de charges, des enfants, des crédits et cetera, peut potentiellement, mettre plus de 6 mois. Moi, par exemple, en tant que du coup, je suis à mon compte, j'ai, n plus de 9 mois d'épargne de précaution Mmh mh. parce que j'ai des fois, j'ai des grosses charges qui tombent et cetera et Mmh. il me faut ce coussin de sécurité. Donc c'est adapté à chacun, ouais. Mmh. Et même, c'est vraiment un état d'esprit en fin de compte. Si vous savez épargner sur un livret A, si vous avez épargné déjà, si vous savez déjà placer de l'argent, vous avez franchi une première étape de l'investissement. Une Mmh. fois que vous avez maîtrisé ça, là, on peut passer à une étape supérieure. Vous pouvez passer à une étape supérieure. Vous pouvez donc commencer peut-être à investir en bourse. Et il y a autre chose aussi d'un point de vue psychologique, donc là, on va revenir un peu sur les barrières psychologiques. C'est, même cette, il faut jamais, pour moi personnellement, j'investis jamais, l'argent que j'ai de précaution. Je viens jamais tirer de mon argent que j'ai sur mon enveloppe pour me protéger, Ouais, donc qui est jamais. à 3 à 6 mois. Je le tire pas pour le mettre en bourse. Parce que je sais que j'ai ça pour me protéger et la règle en or, en plus, la règle d'or, il faut jamais retirer de l'argent de vos investissements. Il faut toujours réinjecter les gains, que vous avez des ETF capitalisants, vous avez rien à faire. Mais si vous avez des dividendes, voilà, on les réinjecte pour faire justement grossir cette boule de neige avec les intérêts composés comme nous avons vu sur le graphique et pour faire, voilà, pour faire grossir, pour faire grossir tout ça. Je sais pas ce que tu en penses toi? Mais, je pense que tu as entièrement raison et l'épargne de précaution, c'est comme tu l'as dit, c'est une épargne qui a pour but d'être là en cas Mmh, de gros soucis quoi, de gros pépins. Donc c'est une épargne que, vous ne devez pas toucher et il y a quand même des moyens de l'optimiser en la plaçant sur, du coup, le livret d'épargne populaire qui est à 4,6 actuellement, donc qui a un rendement assez élevé. Si vous mmh, avez l'opportunité d'ouvrir cette enveloppe, ça peut être une bonne option. Ensuite sur les livrets A, mais une fois que vous avez le total de votre épargne de précaution qui est défini, on ne doit plus toucher à cette épargne-là et elle servira au cas que la voiture pète, il y a ou, mmh, une perte d'emploi par exemple. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, mais il mmh, vaut mieux avoir ce coussin de sécurité et même ensuite, une fois que vous aurez franchi la deuxième étape dont tu parlais qui est, d'investir, vous serez bien plus serein et vous dormirez bien mieux avec, cette ouais, je épargne suis de d'accord. précaution au cas où il se passe quelque chose que si vous ne l'aviez pas. Parce que si vous Mmh, l'avez pas, ce qui va se passer, c'est que, premièrement, soit vous allez devoir réduire vos investissements pour, beh,
garder du cash parce que ça va pas trop et financièrement, il me faut plus d'argent. Soit la deuxième solution, c'est la pire, c'est devoir retirer ce que vous avez Mmh. investi parce que vous n'avez pas mis assez d'épargne de précaution. Et qui dit retirer quand, enfin, avant, le terme, en tout cas notre horizon d'investissement et du coup, souvent on place sur le long terme quand on place sur des ETF par exemple. Mmh. Ça veut dire retirer à un moment où on n'a pas décidé de retirer et ça peut être un des pires moments comme par exemple, en 2022 cette année, on aurait pu retirer, à moins 20 alors que le marché, remontera sûrement dans les années qui arrivent. Mmh. Donc ouais, l'argent que vous avez placé, c'est vraiment, dites-vous: «Il est placé jusqu'à atteindre mon objectif». Si vous avez pas de plan, vous partez un peu à l'aveugle, c'est pas très bon, donc vous pouvez piocher un peu partout. Donc comme je l'ai dit, voilà, première étape, vraiment épargne de précaution. Ensuite, une fois qu'on a rempli cette épargne de précaution, vous pouvez partir sur de l'investissement et même psychologiquement, tu vois, c'est même plus rassurant parce que quand on va De ouf. voir imagine, je sais pas, tu as un portefeuille, donc quand je parle de portefeuille, c'est un compte que vous avez créé, où vous avez acheté des actions dedans. Vous avez un portefeuille d'ETF, là, en ce moment, bon, on sait qu'en 2022, c'est sacrément compliqué, en ce moment, pour certains portefeuilles. On a là, le S&P 500 a perdu, 20. Bon, là, il a pas mal Il est remonté, remonté un mais peu, ouais. depuis ses plus hauts. Si vous commencez à voir du moins 20 sur, sur une grosse somme, si vous voyez du moins 2 000 € sur votre compte, vous allez dire: «Ah là, j'ai besoin de cet argent, il faut que je le retire avant que je perde de trop plus que ça. J'ai rien pour me sécuriser derrière, il faut que je retire» Mmh mh. et donc c'est là qu'en fin de compte, on peut tomber vraiment dans un cercle très vicieux et il faut vraiment construire, vraiment tout ça. Et c'est là que c'est très important justement de faire Mmh, tout ça parce que vous allez vous mettre dans le bon état d'esprit, le bon mmh, mindset du coup, comme disent, les ricains, ouais. de, l'investisseur. Et c'est hyper important parce que si vous mettez tout ça en place, vous allez être, largement plus serein que si vous avez pas de plan défini, pas d'épargne de précaution, pas de stratégie d'investissement. Donc, Mmh. le fait que ce soit, vraiment, carré avec un plan, défini, Mmh. ça vous aidera à aller, beaucoup plus loin que si vous faites ça à l'arrache. Alors justement sur le risque, Clément, on a parlé de plan, donc voilà, avoir une stratégie, avoir fixé une stratégie à long terme pour voilà, pour se lancer avant d'aller à l'aveugle. On part pas en bourse sans avoir clairement défini ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on veut atteindre un projet de vie, un mariage? Est-ce qu'on veut financer un mariage? Est-ce qu'on veut créer notre liberté financière? Est-ce qu'on veut, cr avoir un capital pour notre future retraite? Voilà, il faut déjà bien définir tout ça. Pourquoi est-ce que vous investissez? On a aussi l'épargne, donc ça, on l'a rempli, pour, justement baisser un petit peu ce risque perçu que vous avez par Mmh. rapport à la bourse et ensuite, il y a un autre risque, c'est bien entendu sur les actifs qu'on achète, par rapport, par exemple, aux actions, par rapport aux ETF. On va, pour l'instant, parler des ETF. Qu'est-ce que tu peux dire sur les ETF en termes de niveau de risque? Est-ce que tu penses que c'est suffisamment, sécurisé? Parce que, tu vois, on a parlé de rendement aussi, on a parlé de 8,5 Ouais. par an. Est-ce que c'est pas un petit peu risqué, pour des jeunes investisseurs? Alors, pour moi, pour un jeune investisseur qui a, du coup alors toujours pareil, il faut bien définir l'objectif, mais s'il a Mmh. un objectif à très long terme, on sait que et on a, des données, historiques là-dessus, la bourse, a tendance à monter sur le très long terme. Parce que la Mmh. bourse, elle est, corrélée, à ce qui se passe, au niveau de l'économie et toutes les entreprises ont pour but de croître et de faire de la croissance et du coup la bourse suit. Donc la bourse monte à long terme. Donc pour moi, il est plus risqué quand on est jeune de ne pas investir que d'investir. Tout simplement parce qu'il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, c'est l'inflation et l'inflation, c'est, du coup une perte de la valeur de la monnaie que vous avez, une perte de Mmh. pouvoir d'achat. Donc pour moi, il est plus risqué de ne pas investir aujourd'hui Mmh. quand on a 18 ans et qu'on a un horizon de temps très long terme, toujours pareil, on a cet objectif-là, que d'investir sur, des marchés, financiers qui ont prouvé depuis de nombreuses années qui apportent un rendement, positif et entre, on va dire, 7-8. Alors Mmh. certes, il y aura de la volatilité. Donc la volatilité, c'est le fait que, les marchés boursiers sont cotés tous les jours, donc forcément, bah, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parfois ça descend, ça descend, ça descend. Et là, il faut être assez solide mentalement pour, Mmh. prendre les bonnes décisions et justement tout ce qu'on a mis en place en amont avec l'épargne de précaution et tout ce dont on a discuté sert à ça, sert à Ouais. avoir, de à être fort dans ces moments-là. Mais sur le long terme, ça remonte ensuite petit à petit. Et du coup, je pense qu'il est pas si risqué que ça à 18 ans
de commencer à investir parce que, sur un horizon, supérieur à 10 ans, il y a très peu de risques de perdre de l'argent. Mmh. Alors pour sortir des données un peu statistiques, je sais qu'il y avait, cette donnée de Morningstar et de JP Morgan, si je me trompe pas, qui avait montré une statistique comme quoi sur un horizon long terme, en fin de compte, votre risque d'investissement diminue. Si on Mmh. prend par exemple sur un investissement de moins de 6 mois, en gros sur du très court terme, votre chance de perdre de l'argent est aux alentours de 30%, 34%. Et dès lors qu'on passe la barre des 15 ans, voire 20 ans d'investissement, donc là, on est sur des données historiques du S&P 500. C'est-à-dire que tous les petits investisseurs qui ont commencé à investir, donc, je ne sais pas, en 94, voilà, ils ont attendu 20 ans, et cetera. Ils attendent encore. Ils ont, je crois que sur une échelle de 20 ans, non, c'est même sûr, ils ont Sur sur 0,1% sur de 20 ans, chance de perdre de c'est l'argent. ouais, Mmh. c'est, tout en restant investi. On est d'accord que c'est, En restant investi, c'est ça. voilà, c'est pas Donc en évitant de faire des allers-retours, du trading mmh, court terme et cetera, toutes c'est ces ça. stratégies qui sont un peu plus hasardeuses. Mais Mmh. en investissant sur le très long terme et en restant investi sur les marchés financiers, il y Ouais, a, c'est oui, ça. comme tu dis, 0,1 de chance de perdre de l'argent sur 20 ans. Donc, quand on a Mmh. 18 ans, 20 ans plus tard, on aura 38 ans. Donc normalement, C'est ça, est-ce que vous voyez par exemple on là sera encore dans jeune. voilà, dans 30 ans, dans 40 ans, est-ce que vous pensez que est-ce que les marchés est-ce qu'ils vont continuer à baisser? Sur des données historiques, on a vu que sur 100 ans, le S&P 500 ne faisait que monter. Alors il y a pas que le S&P 500, il y a le MSCI World et cetera. Il y a de très belles, données historiques, qui existent, qui montrent que les marchés sont faits pour monter. Et donc là, on a vraiment une conséquence sur des données historiques, sur des données même chiffrées, qui descendent donc votre chance de perdre de l'argent à 0,1. Donc ce qui peut rassurer certains investisseurs long terme, mais par contre, ceux qui veulent gagner de l'argent tout de suite, ceux qui veulent compresser du coup le temps, plus vous allez compresser le temps, plus le risque va augmenter. Plus on décompresse le temps sur le long terme, plus votre chance de perdre de l'argent diminue. Donc, il faut bien en être conscient. Si vous voulez faire du trading sur des allers, alors quand on parle de trading avec Clément, c'est faire des allers-retours, voilà, achat, et vente dans la journée ou Essayer d'acheter en dans bas la pour, semaine. vendre en haut, par exemple. Voilà, essayer de Ce sont timer très le compliqués. marché, c'est ça. Donc ça s'appelle du market timing, sauf que le market timing, on l'a vu, il y a certaines données aussi pareilles qui montrent que 90 des gérants professionnels, c'est-à-dire des gérants pros, n'arrivent pas à timer le marché, c'est-à-dire à vendre au bon moment pour encaisser de l'argent. Donc déjà, dès lors qu'il y a des statistiques-là, on ne peut pas timer le marché. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Bah, tout simplement en suivant donc, par rapport aux statistiques qui ont été qui ont été montrées, en restant patient, en restant, investi sur le long terme. Je sais pas ce que tu en penses toi, Clément? Beh, je suis tout à fait d'accord. J'ai, pas grand-chose à rajouter là-dessus, Je pense que, quelqu'un qui investit sur le long Mmh. terme avec, du coup, bah, tout ce qu'on a dit avant, une stratégie, bien définie, sur, des ETF qui, heu, qui répliquent, de grands indices comme le S&P 500, le MSCI World par exemple, Mmh. bah, sur le très long terme, vous êtes, quasiment sûr. On va mettre quasiment parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les performances du passé ne veulent pas dire, enfin ne présagent pas des performances futures, mais, vous Mmh. avez très, très peu de chances de perdre de l'argent et vous allez sûrement même en gagner pas mal. Et c'est vrai qu'on est dans une situation, comme tu l'as dit, par rapport à l'inflation qui est très compliquée. C'est-à-dire que si on n'investit pas son argent, on en perd. Parce que forcément, la valeur de notre monnaie diminue, il y a tout qui augmente, les prix des services et des biens augmentent forcément avec l'inflation. De toute façon, ça vous le sentez, hein, tout coûte de plus en plus cher. Donc si vous investissez pas, vous perdez de l'argent. Et si on investit, bah, on peut, mais on peut aussi en gagner si on a une bonne stratégie derrière. Donc si on est sur des ETF, si on est sur des actions à dividendes et cetera. Justement, tiens, on va revenir sur les actions à dividendes. Mmh. Parce qu'il y en a, qui sont, est-ce que tu penses que toi, les actions à dividendes, c'est bien pour les jeunes de 18 ans qui commencent? Moi, je pense que c'est bien, oui. Je vais m'expliquer parce que Explique-nous. en ce moment, c'est un peu la bataille entre, les La dividendes et guerre. les ETF. Voilà, la Ouais. guerre et je pense que de toute façon, les 2 camps, entre les ETF et les actions dividendes, ont, des arguments qui Mmh. sont très valables. Mais, je pense que c'est juste 2 stratégies et 2 objectifs. C'est surtout ça. Je pense que c'est 2 objectifs différents et la stratégie la stratégie avec les ETF, pour moi, l'objectif, c'est, de maximiser un maximum, maximiser un maximum, elle est belle celle-là. De 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 faire maximiser, grossir. voilà, De de faire grossir un maximiser capital, quoi.
Ouais, le capital, de capitaliser un maximum Mmh. en, minimisant les frais, en minimisant, la fiscalité et cetera. Donc pour moi, Mmh. l'objectif avec les ETF, c'est de capitaliser sur le très long terme en évitant tous les frottements, possibles. La stratégie d'action à dividende, pour moi, elle a un autre objectif, c'est de se créer un revenu passif petit à petit et également en investissant sur le long terme, on peut, développer, du coup un revenu, complémentaire Mmh. grâce, aux dividendes. Donc pour les personnes qui nous écoutent, un dividende, juste rapidement, c'est, l'entreprise que vous détenez. Donc si vous êtes actionnaire d'une entreprise, l'entreprise, elle fait du bénéfice et Mmh. elle peut décider de vous verser une partie de ce bénéfice-là et cette partie du bénéfice, ce qu'on appelle le dividende et vous allez le recevoir en cash sur votre compte espèce, sur, votre courtier. Mmh. Donc en gros, petit à petit, vous allez pouvoir développer un revenu passif et si on investit de manière régulière, comme on l'a vu tout à l'heure sur, les simulations d'intérêts composés, imaginons 200 € par mois, bah, vous allez acheter 200 € d'actions tous les mois et votre revenu, passif va augmenter petit à petit. C'est bien ça et bon, il y a autre chose aussi sur le dividende, c'est que certains, vont se dire alors par rapport aux ETF et cetera qui rapportent 8,5 par an, OK. Mais il y en a certains qui vont investir sur des dividendes qui vont se dire: «Ouais, mais il y a certains dividendes, c'est 3 par an, du coup, c'est moins bien rentable. En plus, voilà, ça ne bat pas Ouais. l'inflation». Il y a des frottements. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? J'en pense que dire que, la rentabilité d'une action à dividende, c'est uniquement son dividende, c'est, une erreur. Parce Mmh. qu'il y a le dividende, du coup, le rendement de l'action. Imaginons, on va prendre l'action Apple. Apple va verser 2 de dividendes, donc Mmh. ça fait partie de sa performance, globale. Mais à côté de ce dividende, il y a aussi, la performance de l'action. Donc Mmh. imaginons si elle fait, 6 d'augmentation en moyenne chaque année, mais en fait l'action Apple va faire 6 de performance plus 2 de dividendes. Donc au total, elle aura fait 8. Donc c'est ces 2 paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour pouvoir comparer ensuite aux ETF et il y a un truc qui est très, très bien avec les dividendes aussi, c'est que, si vous choisissez bien vos actions, beh, les dividendes, sont augmentés d'année en année Mmh. et ce qu'on appelle la croissance des dividendes et par exemple sur mon portefeuille personnel, j'ai une croissance des dividendes qui avoisine les 9 par an. Donc c'est comme si, mon voilà nickel. C'est comme si mon patron, même si j'ai pas de patron, mais c'est comme si on venait toquer à Mmh. ma porte tous les ans et qu'on me disait, «Mon coco, tu as augmenté de 9 Ouais. sans rien demander. C'est ça, c'est en fait, voyez comme le dividende, si enfin, c'est tout à fait ça. On a une «augmentation» entre guillemets de salaire. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez un boulot où vous êtes augmenté chaque année de 10 par an? Imaginez juste cet impact et en fin de compte, sur les dividendes, c'est ce que ça vous permet. C'est vraiment une augmentation de votre complément de salaire. Et ça, c'est très rare. 10 par an, je ne sais pas quel boulot, Je sais pas, mais je permet suis ça. chaud, je le prends. Je prends. Et en fait, ce qu'on peut voir, comme dit Clément, c'est que vous avez un rendement à l'instant T, donc vous avez un rendement, voilà, et vous avez, en plus la croissance du dividende. Donc la croissance du dividende, là, par exemple, sur 10 ans, ici sur Apple, a été donc sur une moyenne sur 10 ans oui, voilà, sur 10 ans de 17 par an, sur une moyenne de 10 ans. Et vous avez ça, voilà, sur 5 ans, c'est 8 et puis là, on voit que ça baisse un peu plus. Mais on voit vraiment, si on voit même le dividend yield, là, c'est autre chose que je vais vous montrer. C'est qu'à l'instant T, si vous achetez du Apple, vous avez 0,61 et par contre, si vous avez acheté il y a 5 ans l'action Apple, vous avez donc un rendement de 2,08. Et là, vous allez vous poser la question: «Et pourquoi en fin de compte, il y a pas le même rendement entre ici et ici?» Et bah, parce qu'en fait, tout simplement, ça signifie que au moment où vous achetez l'action, il y a un rendement T et il y a un montant du dividende. Et en fin de compte, le montant du dividende au moment où vous l'achetez, il y a un rendement. Donc là, par exemple, au moment où vous l'achetez, là, c'est, vous achetez une action Apple à 148 vous avez donc 0,61. Mais ce qui est intéressant à travers ça, c'est qu'au même prix, si le dividende augmente chaque année, donc forcément, votre rendement va augmenter. Parce que forcément, vous l'avez acheté au même prix d'achat, mais ce montant augmente. Et donc, on peut tomber sur des rendements, donc ça s'appelle, pour ceux qui veulent savoir, c'est le yield on cost, donc le YOC. C'est une mesure du dividende qui permet j'appelle ça un peu le dividende caché. Tu vois, c'est un peu
l'iceberg du Ouais, dividende. Et on a vraiment des fois des entreprises. Prenons par exemple, il y a Coca-Cola avec Warren Warren Buffett. Buffett, on en avait J'aime parlé, je m'en bien, rappelle. ouais, j'aime bien parler de ça parce que c'est simple et c'est facile à comprendre. Tout le monde connaît Coca-Cola, mais pas grand monde connaît Warren Buffett. Enfin, même si, quand même, je pense. Euh, et le rendement de Warren Buffett a acheté des actions Coca-Cola en 1984. Et bien sûr, bah, Coca-Cola, si je vous montre, Coca, ça a augmenté chaque année à vitesse grand V, quoi. Si on prend l'historique du dividende, donc bien sûr, il paye depuis plus de 59 ans. Et donc, si on peut remarquer, voilà, donc Warren Buffett a acheté tout en bas, ici. Et bien sûr, le montant du dividende a augmenté proportionnellement. Donc, par rapport au prix d'achat et au prix tout en haut, Warren Buffett n'a pas un dividende yield, là, comme on peut voir, de 2,78%. Parce que ça, c'est l'actuel. C'est actuellement, par rapport au prix. Warren Buffett, actuellement, il a un rendement, parce qu'il a vu qu'il a acheté ses actions en 84. Il a un rendement, non, 89, je sais, il faudrait que je regarde précisément. Il a un rendement autour des 50%, entre 45 et 50% par an. Donc en fait, à vous de. C'est ça, vous avez deux stratégies qui sont différentes. Soit vous avez les ETF où vous faites grossir un capital qui vous rapporte environ 8,5% par an, mais les dividendes, sur du très très long terme, sur 30 ans, etc., peuvent vous rapporter par an 50% par an. Bien sûr, après, vous déduisez l'inflation, vous déduisez, si vous voulez, les impôts, les comme vous voulez. impôts et Mais tout bon, ce ça qui fera est toujours. Voilà, on sera toujours autour des 45%, quoi. On sera toujours autour des. Voilà. Mais, et c'est ça, ça qui est très puissant, je trouve. c'est un facteur très, très puissant, ouais, la croissance des dividendes. Et Mmh. même à côté de ça, il y a aussi des études qui ont été menées, je crois, entre 1986 et 2021, Mmh. où, ils montrent que, justement la performance des actions à dividendes, la performance des actions à dividendes croissants, donc les entreprises qui augmentent leurs dividendes d'année en année, la performance des actions a été meilleure que celle du S&P 500 Mmh. et la volatilité, donc c'est-à-dire le fait que ça bouge, au niveau des cours de bourse, est plus faible sur des entreprises qui versent un dividende croissant. Donc les entreprises, qui versent un dividende croissant sont potentiellement de très bonnes entreprises à avoir en portefeuille parce que vous allez Mmh. avoir un rendement potentiel supérieur au S&P 500 avec une volatilité inférieure. Donc Mmh. mine de rien, même si, et ça c'est ce qu'on entend un petit peu partout, c'est pas optimisé fiscalement, encore que, si vous passez à travers le PEA, c'est pas forcément le cas. Parce Mmh. qu'il y a des actions quand même européennes et françaises qui peuvent verser des dividendes et les dividendes ne sont pas imposés quand ils sont versés dans le PEA. Mais, le cas classique, c'est, des actions américaines, par exemple. Vous allez avoir une imposition sur les dividendes de 30, c'est la flat tax, c'est, l'imposition, réglementaire en France. Mais même avec cette imposition-là, je pense que les actions à dividendes restent très, très intéressantes. Mmh. J'aimerais aussi revenir, tu sais, on parlait du risque sur les actions à dividendes et par rapport au risque rendement. Ouais, Il faut faire attention aussi par rapport au rendement du dividende. Je sais pas si moi, j'aime pas choisir des actions à dividendes qui ont un rendement trop élevé. Pourquoi? Parce que, quand forcément le rendement est élevé, ça veut dire que l'entreprise va donc piocher un peu plus dans ses bénéfices pour vous en distribuer. Alors après, il y a bien sûr une autre métrique qu'on utilise qui est le payout ratio pour voir si ça endette vraiment l'entreprise. Mais vous avez des entreprises, alors, si je peux partager, mon écran que je vais vous faire, voir, c'est sur, je pense que tu connais très certainement, Orange. oui, Orange par exemple a un je sacré, l'ai voilà, pris en un rendement de 7,05, on peut dire: «Ouais, ça peut le faire», mais quand on peut voir, voilà, c'était ça que je voulais voir. Quand on peut voir, donc ça, c'est le montant du dividende, là, ce que vous avez. Donc le montant du dividende, voilà, 2010 c'était cool, 2011 c'était cool, 2012 c'était cool et d'un coup, voilà, c'est en dents de scie, ça baisse, ça remonte et pour celui qui doit vivre de ses revenus passifs, par exemple pour un retraité, bah, pour celui qui veut vivre de ses revenus passifs, bah, vous avez en fin de compte là une grosse coupure de votre salaire. Là, c'est une coupure entièrement. Donc il faut faire attention à ça. C'est les hauts rendements en dividendes, faut faire attention. Regardez bien l'historique proposé donc par l'entreprise et voir si c'est bien en augmentation chaque année. Moi, c'est mon critère aussi que je préfère, c'est vraiment sélectionner, une entreprise qui augmente dans le temps son dividende. Parce qu'en plus ça montre bien, tu sais son côté,
son côté une bonne santé financière, quoi. Beh, Tu exact, vois? ouais. Beh, si regarde, si tu veux, tu peux partager, mon écran. Là, j'ai pris, Visa, par Ouais, exemple. Comme ça, on va avoir yes, l'exact opposé. on va voir la différence. Donc là, tout à l'heure, vous voyez, on avait Orange avec une courbe des dividendes qui est, en dents de scie. Donc Mmh, sur, Visa, on a un rendement qui est inférieur, on est à 0,85, mais on a une croissance du dividende sur les 5 dernières années de mmh, 18, donc c'est juste énorme. Derrière, on a une courbe des dividendes qui est, très belle, qui augmente d'année en année, donc ça, c'est tout ce qu'on cherche. Et si on regarde un petit peu, sur d'autres, voilà, le ratio de distribution, c'est dont parlait Sony tout à l'heure, le payout ratio. L'entreprise Visa, en 2021, elle versait uniquement 22 de ses bénéfices en mmh, dividendes, donc ça reste largement soutenable. mmh. Alors que si on revient rapidement sur, Orange, C'est un hop, peu en dents de scie, hein, c'est beaucoup plus, s c'est ouais et instable, hein, et on voit très qu'elle instable et regardez le ratio de distribution, il y a des années où elle verse 114 de son bénéfice. Donc ça veut dire que, tout le bénéfice qu'elle a créé sur une année est versé aux actionnaires en dividendes et elle doit piocher dans sa trésorerie ou même mmh, parfois s'endetter pour s'endetter. verser son dividende. Donc ça, on veut Mmh. absolument, éviter. On veut, ça ouais, vraiment éviter. Alors, j'aimerais changer de sujet, Clément, c'est vrai qu'on est déjà à 50 minutes. Yes. J'aimerais parler, tu sais, de un jeune de 18 ans qui aimerait, peut-être ouvrir un compte. C'est-à-dire qu'il ne sait pas choisir, tu sais, entre un compte titre ou un PEA. Alors quand je dis ce compte titre, donc c'est CTO et vous avez le PEA, le plan d'épargne action, sont 2 enveloppes. Donc, alors le PEA est uniquement disponible pour les résidents français et vous Mmh. avez le compte titre ordinaire qui a aussi ses avantages, mais que Clément va nous spécifier. Donc que penses-tu? Quelle est la stratégie la mieux optimisée, tu penses, pour un jeune qui débute? Alors pour un jeune qui débute, comme, je t'ai dit tout à l'heure, je pense que la stratégie, via les ETF, c'est peut-être la stratégie la plus simple à mettre en place et pour mettre en place cette stratégie, je pense qu'on a besoin uniquement, d'un PEA aujourd'hui. Mmh. Parce qu'il y a des ETF qui sont, qui permettent d'investir dans le monde entier. Je vais vous passer un petit peu les détails techniques, mais, dans le PEA, on peut investir dans le monde entier, grâce aux ETF. Donc, on peut ouvrir, je pense 7 enveloppes Mmh. pour ensuite, acheter, 2, 3, 4 ETF dedans et se tenir à ça au moins les premières années, de notre Mmh. parcours et ensuite si on veut évoluer, plus tard peut-être, ouvrir un compte titre pour aller sur des actions à dividendes et potentiellement, aller sur d'autres ETF un peu plus spécifiques qui ne sont pas éligibles au PEA. Mais je pense que le Mmh. PEA, c'est, la première enveloppe à ouvrir. Et vous avez aussi, pour ceux qui se demandent, comment ça se fait qu'on peut investir sur des ETF sur un PEA? Alors vous avez tout dépend. Vous pouvez avoir des ETF qui sont éligibles, PEA et d'autres non. Donc il faut faire attention à la auxquels je vous sollicite. Mais l'inconvénient du PEA, c'est que vous ne pouvez pas investir sur des actions étrangères autres. Dans un PEA, on peut uniquement investir sur des actions européennes et Mmh. françaises. Mais, il y a un petit mais, il y a des ETF qui répliquent l'indice du S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises cotées en Amérique. Donc là où vous pouvez investir avec cet ETF-là, pour investir directement en Amérique. Donc en fin de compte, vous Mmh. déjouez, vous détournez un peu le problème. Comment ça se fait? On ne va pas vous expliquer la différence, enfin, c'est des termes un peu techniques entre les ETF synthétiques et les ETF physiques, Oui, c'est pas des mais ouais, on va pas, c'est pas l'important. Mais voilà, vous pouvez très bien investir sur des continents, voilà, étrangers, avec un PEA, c'est tout à fait possible avec des ETF. Mais par contre, si vous voulez sélectionner une action Coca-Cola, malheureusement sur un PEA, c'est pas possible. Si vous voulez une et action là, il faudra Coca-Cola, passer par le compte voilà. titre. Il faut passer Mais par le compte titre. Et donc voilà et quand pourquoi aussi est-ce que tu as d'autres, est-ce que pour le PEA, pourquoi d'autres, le PEA pour un jeune et pas un CTO? hem, alors, je pense que le PEA est quand même plus optimisé fiscalement. Donc déjà, Oui. à partir du moment où on ouvre un PEA et si on attend 5 ans, on a une déduction, fiscale. Mmh. Et du coup, l'objectif, c'est, d'atteindre ces 5 ans le plus vite possible pour atteindre cette, déduction fiscale et Mmh. comme on l'a dit, on peut investir sur des ETF du monde entier. Donc la limite du PEA qui, ne permet pas d'investir sur des actions, étrangères à l'Europe et à la France est un peu contournée par, les ETF synthétiques dont on a parlé pour investir dans le monde entier. Mmh. Donc pour quelqu'un qui veut établir une stratégie simple via des Mmh. ETF, je pense que le PEA suffit. Mmh. Après, si on veut aller sur des stratégies d'actions à dividendes et sélectionner ses propres actions, le compte titre est pour moi, tout à fait indiqué parce qu'il y a énormément d'actions de qualité aux États-Unis qu'on ne peut pas acheter, dans le PEA
Donc là, il faut passer par un compte titre. Je suis Mais d'accord. le désavantage du compte titre, c'est que, donc il y a plein d'avantages, mais le principal désavantage, c'est que la fiscalité va être Mmh. pleine tout le temps. Donc vous allez être Je suis imposé à d'accord, ouais. 30 sur les plus-values et Mmh. 30 sur les dividendes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais dans le PEA, les dividendes, qui nous sont versés ne sont pas imposés tant que vous ne les sortez pas du PEA. Mmh. Donc c'est un vase clos, en fait, au niveau de la Alors fiscalité. il y a même pas que les dividendes, il y a aussi toutes les Les plus-values que vous plus-values, générez. tout. Donc en Tant que vous gros, ne vous sortez avez pas les une action. fonds, voilà. Imaginons que vous avez, je sais pas, vous avez 18 ans, voilà, vous arrivez à 30 ans, vous en avez marre de votre PEA, et cetera. Vous voulez revendre une action qui a un peu performé, voilà, qui est dans votre PEA. Vous vendez cette action-là, mais tant que les bénéfices que vous avez retirés de cette entreprise restent dans votre PEA, donc l'argent Pas que vous avez d'imposition. généré, les plus-values, il n'y a pas d'imposition. Et Mmh. ça, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est royal. Moi, si Ah, j'avais c'est bien, 18 ouais. ans, si j'avais 18 ans, tu vois, si j'avais 10 ans de moins, j'avais 28 ans, putain, je me sens tellement vieux. Ouais, bah, moi aussi 28, hein, ça y est. T'as appris quand? 17 novembre, il y a pas longtemps, hein. Ah putain, bon anniversaire en retard. Bah, merci, merci. Heu, Si j'avais franchement, je pense que partir sur un PEA quand on est jeune, quand on a 18 ans, je pense que c'est la première chose que vous devez faire, exactement comme ça devrait être enseigné dans tous les lycées de France. 18 ans, Heu, PEA. Boum. PEA, mais pareil que le permis de conduire, ça doit être obligatoire. Dès que vous pensez à vos 18 ans, vous ouvrez votre PEA et voilà. Bon après, il y a quelques inconvénients, il y a quelques peut-être aussi nuances à apporter. C'est qu'on tu sais, à 18 ans, on peut être aussi rattaché encore sur le loyer Ouais. fiscal de nos parents. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et alors, j'en pense qu'il y a 2 solutions. Soit, vos Mmh, parents sont, de grands investisseurs et ont un PEA chacun, mmh, ce qui n'est pas forcément dit. Et dans ce cas-là, s'il y a 2 PEA au niveau du foyer fiscal, vous ne pourrez pas ouvrir un troisième PEA parce que c'est maximum 2 PEA par foyer fiscal. Si vous êtes S'il y a qu'un seul de vos parents qui ont un PEA, vous pourrez ouvrir le vôtre, ça fera 2 dans le foyer fiscal, donc on est OK. Et si, il y a 2 PEA déjà dans le foyer fiscal, vous pouvez toujours ouvrir un PEA jeune. Donc c'est un PEA, avec, quelques spécificités, mais que vous pourrez ouvrir en plus de, votre foyer fiscal. Si, je dis pas d'accord. de bêtises, hein. On peut ouvrir 2 PEA par foyer fiscal, c'est pas un seul? Non? 2 PEA, ouais, 2 PEA par, foyer fiscal et un PEA D'accord. par, personne morale. Par personne, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il y a une petite nuance à apporter, mais OK, je comprends bien ça. Oui, donc c'est vraiment, moi je trouve que le PEA, c'est vraiment top là-dessus. Alors après, voilà, il y a ça en inconvénient. Si vous êtes encore rattaché à vos parents, vous avez peut-être une petite manip à faire, par rapport à ça. Alors je sais qu'il y a le PEA jeune, mais qui est très, Ouais, ce que très je peu utilisé aussi, hein. c'est ce que je viens de dire, ouais, si jamais on a deux Ouais. PEA, dans le foyer fiscal, donc votre mère, votre père, vous pouvez toujours investir, ouvrir un Mmh. PEA jeune pour, commencer à ouvrir votre Ouais, PEA, mais qui se transformera en PEA, quand voilà, vous c'est aurez ça. 25 ans. Mmh. C'est Donc ça ça. peut être aussi, une très bonne manière de commencer, hein. C'est aussi surtout pour commencer le compte à rebours des 5 ans au niveau Ouais, du aussi, PEA. ouais. Ça Voilà, restera la comme même ça. enveloppe. Voilà, c'est la même enveloppe et qui se transforme en PEA normal. Mmh Donc, mh. c'est vrai que c'est super intéressant. Si vous voulez pas vous prendre la tête et commencer à investir, éviter toutes les déclarations et cetera. Personnellement, moi, j'aurais commencé tout de suite sur des ETF, sur un PEA, acheter de belles valeurs françaises qu'on connaît. Allez, je vais vous en sortir quelques-unes. Vous avez LVMH, vous avez L'Oréal, vous avez Air Liquide. Pour moi, je les ai dans mon portefeuille et je trouve que c'est vraiment, de très, très, très belles boîtes. Après, à vous de faire vos propres recherches, hein, bien sûr, c'est pas des conseils en investissement. J'aimerais revenir aussi avec toi, on n'a pas parlé, d'une chose, tu sais, sur, peut-être les économies, on peut faire, tu sais, sur un jeune, par exemple, qui commence à investir, tu sais, commence à investir. On sait, quand on est jeune, on peut fumer, on peut boire, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à ça. Combien est-ce qu'on peut économiser en tout avec tout ça, tu sais toi ou pas? Bah, ça dépend de la condition de chacun, mais c'est vrai que si Parce on que prend un étudiant qui fume, qui, ouais, fait, plein de soirées, qui, ne gère pas trop ses finances et qui a un abonnement téléphonique à, 40 €. Bon, je pense pas parce que normalement quand on est ouais. étudiant, on essaie justement de limiter ces dépenses-là. Mais, il y a plein de petites dépenses comme ça qui peuvent être, contrôlées et si on prend l'exemple de la cigarette, quand même aujourd'hui un paquet de cigarettes ça coûte 10 €. Donc, 10 je €, ouais, suis c'est pas ça. du tout là pour être, moralisateur, je comprends tout à fait, que c'est difficile d'arrêter et cetera. Mmh. Mais si vous réduisez, par exemple, votre consommation, vous arrêtez votre consommation, bah, ces 10 € là, mine de rien, ça fait quand même un 300 € à la fin du mois.
Mmh. si vous fumez un paquet par jour. Donc c'est quand on est étudiant, c'est vraiment pas négligeable et je suis sûr qu'une partie de cet argent économisé, vous pourrez l'investir en bourse et comme on l'a vu, si vous mettez même que 150 € par mois en bourse, au lieu de les mettre, dans des paquets de cigarettes, ça enclenche un petit peu, les Mmh. intérêts composés et tout ce qu'on a vu au début de l'interview. Il y a des Ça économies, c'est vrai, qui sont énormes, vous voyez? Donc si on dépense, je sais pas, de c'est vrai ouf. qu'un paquet par jour, pour moi, ça fait beaucoup. Mais, Ouais, mais il y en a, prenons, je sais hein. pas, ah ouais, j'imagine, on prend, allez, un paquet par jour, donc voilà, ça fait 300 € d'économie. Remettez ces rien que 300 €. Vous pouvez continuer de fumer, mais même en réduisant un peu, vous voyez? Au lieu de 300 €, vous payez vous avez une épargne de, 200 € pour les paquets de cigarettes par mois. Rien que économiser 100 €, vous les réinjectez, vous déplacez cette somme-là vers de l'investissement. Regardez ce que ça a donné sur, sur nos graphiques précédents, ce qu'on a réussi à avoir. C'est vrai qu'avec 100 € de plus, on peut multiplier, on a vu par 4 donc ces investissements sur 40 ans. Sur 40 ans, ouais. Donc c'est énorme, il ne faut pas négliger donc tout ça. On n'est pas moralisateur avec Clément comme on l'a très bien dit. Vous avez vos choix de vie, vous avez, voilà, vous avez vos petits plaisirs personnels et ça j'en conviens tout à fait. Mais il faut réfléchir quand même à tout ça, sur là, qu'est-ce que vous pouvez optimiser et cetera. Donc là, je fais juste un petit rebond parce qu'on avait oublié aussi ce petit, Ouais. contraste-là sur les petites économies qu'on peut faire de la vie quotidienne quand Mais on a ça, 18 ans. ouais et ça, tu vois, je pense pour rebondir aussi par rapport à ce qu'on disait, ces Mmh. économies-là, vous les voyez à partir du moment où vous suivez vos finances personnelles. Tant Ouais, que vous voilà, c'est suivez ça. pas et que tant que vous gérez pas vos finances, toutes ces dépenses-là, en fait, vous vous en rendez même pas compte que ça part et que autant d'argent part là-dedans. Donc, Mmh. 1re étape, comme on l'a dit tout à l'heure, bien gérer vos finances personnelles, essayer de réduire vos dépenses sur les choses qui peuvent être, soit réduites, soit carrément enlevées et Mmh. comme ça, vous avez plus d'épargne pour investir si vous voulez démarrer l'investissement en bourse. Voilà, donc plus c'est tôt, mieux c'est, j'ai envie de dire. Donc, vous avez vraiment cette chance-là. J'espère qu'il y a des jeunes qui vont nous écouter parce que vous avez vraiment, beaucoup, beaucoup de chance. Moi, je remonterai bien en arrière pour commencer à Ouais, investir, hein, pour investir le plus tôt possible. On va finir juste sur une petite étude de cas. Imaginons qu'il y a quelqu'un, tu sais, bon, les jeunes sont de plus en plus tôt insérés aussi dans la vie professionnelle, comme des alternants, des contrats en alternance. Alors je sais que les contrats en alternance, j'avais fait mes petites recherches quand même dessus. Quand vous commencez à 18, entre 18 et 20 ans, je crois que vous avez 43 du SMIC. Donc 43 du SMIC, c'est autour de 721 € par mois. Avec ces 720 € par mois, Clément, qu'est-ce que tu ferais toi? Comment est-ce que tu les agencerais? Moi, j'ai déjà ma petite idée, mais toi, comment est-ce que tu ferais? du coup, ça va dépendre un petit peu du contexte, dans lequel on est, mais si par exemple on prend quelqu'un qui vit toujours chez ses parents, qui est étudiant, et Mmh. qui est en alternance, 720 € par mois, c'est une belle somme quand même, à cet Mmh. âge-là. Donc pourquoi pas Oui, uti parce que surtout que je peux me permettre de te couper parce que ces 720 vas-y, vas-y. € par là, c'est vraiment du cash-cash. C'est-à-dire que, Ouais, ouais. vous habitez encore chez vos parents, vous avez pas de loyer à payer, allez, l'alimentation, il y a encore peut-être papa-maman qui peut aider. Vous pouvez peut-être même aider, vous, un petit peu chaque mois, apporter un petit peu une petite contribution. Il faut vraiment savoir que ces 720 €, c'est vraiment du cash pur. Ouais, mais Excuse-moi, si on prend, Clément. t'inquiète, pas de souci. Si on prend, du coup, ces 700 €, du coup, en faire quelque chose d'intelligent, Oui, je pense voilà. que on va se laisser, allez, on va se laisser 200 € pour le plaisir, parce que, Mmh. on a nos activités et cetera et sur les 500 €, on peut potentiellement mettre, on va dire, entre 100 et 200 € d'épargne de précaution si on en a déjà fait une ou pas. Et il nous reste 300 €, potentiellement faire, 250 € d'investissement, en bourse par mois sur Mmh. une stratégie, soit à ETF comme on l'a vu, soit sur des actions à dividendes, ça peut être aussi une très Mmh. bonne option et peut-être garder 50 € pour, investir sur des stratégies un peu plus, Oui. poussées, risquées comme on a vu tout à l'heure, potentiellement pour Mmh. aller sur des cryptos par exemple. Parce que ça peut être, mine de rien, un très bon actif sur le long terme, il y a des hauts et des bas, mais ça peut être potentiellement une très bonne chose à faire aussi si c'est bien fait et si on maîtrise le risque. Mmh. Donc potentiellement mettre, 50 € sur des cryptos, sur une enveloppe d'investissement, de 300 €, ça peut être pertinent. Donc Mmh. je pense que je ferai ça. Alors moi, je ferais autre chose. Moi, je pense que j'évoluerais, tu sais, en termes de palier. C'est-à-dire que la première année, quand vous avez 18 ans, voilà, vous recevez votre premier salaire, hein, donc je sais que ça peut être, voilà, un peu excitant. Là, vous pouvez commencer à acheter, préparer peut-être acheter votre voiture, mettre ça de côté, à part si vos parents ont déjà économisé. Mais peut-être pas aller doucement. C'est-à-dire que dès qu'on rentre en bourse, moi, ce que j'aime bien, tu sais, c'est créer des expériences un peu boursières. C'est-à-dire que acheter sa première action, acheter son premier ETF, ça peut faire très peur. Donc, ne Mmh. pas mettre une grosse somme, 250 € par mois, je trouve Ouais, c'est un que bon conseil, ouais. Non mais oui, tu as raison. c'est un peu beaucoup. Moi, je descendrais peut-être à
quand vous avez des ETF comme le Lixor SP500, le PEA SP500 qui coûte aux alentours, il doit être aux alentours de 30 euros. Je sais Non, pas si tu peux regarder 30 ça et sur, quelques, ouais. regardez ça Clément vite fait. Mais Je voilà, ça regarde. coûte 30 euros avec pas beaucoup de frais. Et vous pouvez commencer à investir des petits montants, rien que le faire en fait. Si vous voulez, c'est de se mettre en action qui peut être difficile. C'est-à-dire, ah, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment ça marche, et si je perds de l'argent, et si j'en gagne, et si il se passe ça, et si voilà. Vous pouvez dès à présent ouvrir un PEA, ouvrir un compte titre, ça prend généralement. Alors le PEA peut-être un peu plus long, mais Une semaine max. je sais que le compte titre, moi, il est ouvert. Enfin, vous pouvez déjà vous inscrire et commencer à faire quelques manips en moins de 10 minutes. C'est hyper rapide. Après, vous envoyez bien sûr vos pièces justificatives. Voilà, ça peut Oui, oui. prendre plusieurs petits Pour jours. l'ouverture totale, oui, quelques jours, Voilà, mais c'est rapide. c'est très très rapide. Et dès lors, se construire une petite expérience boursière, c'est-à-dire acheter son premier ETF, acheter sa première action, l'avoir dans votre portefeuille, ça peut, voilà, ça fait quelque chose. Vous avez un premier pas dedans, vous Mais dites, ok, c'est bon, je me suis lancé, j'ai commencé. Ça sert à rien de mettre des grosses sommes d'un coup, à part vous faire peur lorsque ça va baisser un peu. Euh, pour moi, si j'avais 18 ans, voilà, j'investirais 50 euros par mois en bourse. Tu vois, voilà, je me forme en plus de ça. C'est intéressant ouais, aussi quand on pour investit quand augmenter on a petit à 18 ans. petit. Voilà, 50 euros par mois, c'est tout à fait possible, avec une petite enveloppe d'investissement où j'achète des livres, où j'achète des formations en ligne, où je me forme sur YouTube, peu importe. Et au fur de ça, bah, vous augmentez votre compétence à investir. Parce que si vous investissez 250 euros d'un coup, ou 300, 400 euros d'un coup, vous dites, ouais, je vais tout cramer. Mes 700 euros que je gagne en salaire, je vais tout cramer en bourse, comme ça je serai riche plus rapidement. Vous pouvez, oui, mais vous n'avez pas l'expérience encore nécessaire. Donc, dès lors que ça va baisser une petite mauvaise nouvelle sur les marchés, bah, vos 700 euros, peut-être que ça peut perdre très rapidement. Je sais pas, vous pouvez perdre en plus-value, vous pouvez perdre 100, 200 euros. Vous faites, oula, imaginez, vous mettez le pied dedans, vous avez commencé il y a un mois. Moi, il y a un mois, je me tire, hein. Je veux perdre 200 euros Mais sur la somme que je mets. La tu vois, première pour année, la t'imagines, petite. ça fait un mois. Ça fait un mois que as ça, tu perds 200 euros. Tu fais la bourse, c'est n'importe quoi, je m'en vais. Non, mais oui, mais Et c'est pour ça qu'il c'est un faut. beau conseil que tu donnes. En vrai, je pense que tu as raison largement de commencer doucement et de progresser, on va dire, jusqu'à ce palier de Hmm, ces 250 euros à investir, mais pas forcément le faire dès le début. Et ouais. pour la petite anecdote, moi, j'ai acheté ma première action, c'était sur Interactive Broker, donc un courtier un peu compliqué. Hmm. J'étais un peu paumé. C'était Johnson& Johnson. J'ai acheté l'action. J'ai même pas tenu 5 minutes, tellement je me suis chié d'os et j'ai vendu. De Direct, toute j'étais façon, pas prêt. Psychologiquement, j'étais pas prêt. je Et pense qu'on est du coup tous passés. derrière, Ouais. ah ouais, mais là, mais c'était comique. Vraiment, j'étais en goutte, j'étais en sueur devant mon ordi, genre: «Mais tu fou, tu fais quoi et tout?» Là, Et au là final, bon, t'as investi dessus, t'as perdu 10 euros déjà en moins d'une minute. Tu fais, bon, j'ai rien c'est quoi perdu la bourse? à part les frais, hein, à part les frais du coup, Ouais, voilà, c'est de ça. Alors quand on dit perdu, c'est juste des moins-values latentes. C'est-à-dire quand vous achetez une action, bien sûr, l'action ou l'ETF est soumis au marché boursier. Il y a des acheteurs, il y a des ventes, etc. Donc ça fait fluctuer le prix. Donc quand vous achetez, souvent ce que vous allez faire, ça va être ça. Vous allez prendre votre portable, vous allez actualiser toutes ouais, les 30 secondes. Vous allez voir votre montant baisser, monter, baisser, monter. Vous allez même sur une journée, vous pouvez, sur vos 50 euros que vous avez mis, vous pouvez perdre 5 euros. En fait, mais comment ça se fait? On m'a dit que ça montait. Non, ça monte pas en 5 minutes. Décompresser le temps. Comme on vous a dit, ouais, sur 5 minutes, vous on regarde pouvez, à long terme. voilà, penser long Et terme, ne vous inquiétez pas. et vous verrez aussi que petit à petit, plus vous allez avancer dans votre progression et plus vous allez avoir, d'argent en bourse, Ouais. il va falloir également progresser au niveau mindset, au niveau d'état d'esprit parce que vous allez avoir des variations bien plus élevées. Mmh. Toi, comme moi, je pense qu'il y a des jours, moi ça m'arrive, de perdre, 1 balles de plus-value latente en Ah une oui, oui. journée ou en gagner, 1 500 le lendemain. Il y a eu une Mmh. journée là, il y a pas longtemps, où le marché, le S&P, il a fait 7. Donc là, c'est la fête à la cacahuète, hein, genre, on a Ah on ouais. a tous pris je sais pas combien sur nos portefeuilles, mais c'est pas pour Ah oui, autant qu'il faut, moi j'ai perdu 10 000, hein. Je sais qu'à un moment donné, ah j'ai oui, bon, oui, pas perdu 10 000. En gros, c'est votre valeur de votre portefeuille. Quand ça baisse, voilà, forcément la valeur totale de votre portefeuille de toutes vos actions. J'ai investi 80 000 euros en bourse. Quand vous investissez un montant, quand ça baisse, bah, vous voyez, voilà, il y a une semaine, j'étais à 17 000 et la semaine suivante, on était à 7 000. Donc tu ouais, fais: «Oh ouais, merde, il y a un problème». Bon après, je suis formé, j'ai mes compétences pour, mais je me mets à la place de quelqu'un, même un jeune de 18 ans, tu sais, qui peut avoir, je sais pas, ce que je n'espère pas, voilà, un décès dans la famille, une grosse somme, du coup, mmh, comment on appelle ça? en Tu veux dire héritage. le mot? Un héritage, voilà, excuse-moi. Mais et vous pouvez donc
je sais pas, on a 100 000 euros d'héritage, bah vas-y, du jour au lendemain, je mets 100 000 euros d'un coup en bourse. Et si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas l'état d'esprit, si avec 100 000 euros, vous voyez que vous avez perdu 10 000 euros en une semaine, l'attente, vous allez retirer tout de suite. Vous allez dire non, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Vous avez perdu parce que vous n'êtes pas formé sur le sujet, parce que vous ne savez pas que sur le long terme, il y a des stratégies à avoir, il y a un état de pensée à avoir. Donc, voilà, je pense que en étape, si on devait conclure tout ça, Clément, je pense dans un premier, comme tu as dit, ce qui est excellent, c'est de peut-être gérer correctement ses finances personnelles, Mmh. savoir où on en est, savoir combien est-ce qu'on peut investir, Très commencer important, voilà, ouais. à réfléchir. Tu vois, voilà, sur tout ça, je suis d'accord avec toi. Et ensuite, dans une deuxième étape, mettre des petits montants, commencer à investir sur des ETF. Ça sert à rien de mettre 300 balles, 400 balles, 500 balles. Mettez voilà, 50 euros, 100 euros par mois pour commencer. Année 1, année 2, bah, vous augmentez de 10% à chaque fois, ou 20%, 30%, 50% la somme de votre investissement. Et puis Et on voilà. augmente petit à petit, ouais. Non, c'est Ouais. un très beau mot de la fin, je pense. Voilà, donc plusieurs étapes pour investir quand vous avez 18 ans. Sachez une chose, vous avez beaucoup de chance. Et encore plus si vous êtes formé et si vous avez les compétences, en tout cas, sur ça. Bon, en tout cas, merci Clément Avec plaisir, c'était cool. ton ton passage. Je pense que ça a réveillé pas mal, j'espère en tout cas que ça a réveillé pas mal de gens. J'espère aussi, ouais. C'était très sympa notre J'espère discussion, aussi. j'ai très Ouais, c'était apprécié très cool, donc n'hésitez comme à pas. Si chaque vous avez fois. des Comme à chaque fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur, Clément, donc Clément Bravo a une chaîne YouTube, donc vous allez sur Clément Bravo. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Vous avez juste à aller en bas, un clic de souris et vous allez directement donc sur son compte Instagram, sur YouTube aussi. Tu es actuellement à 3 400 abonnés? Je dis Ouais, c'est ça? 3005 là, j'ai sorti une vidéo hier, 3 500? avec, où je fais l'analyse du portefeuille de Sébastien Coubar qui a pas Oui, trop mal j'ai démarré vu. là. Ouais, Donc, j'ai vu. on va C'est voir. très bien, super. Donc voilà, j'aime bien dire, tu vois, le nombre d'abonnés sur les vidéos, comme ça, Mmh. dans 1 an, dans 2 ans après, on ne sait pas à combien tu On seras. verra où est-ce qu'on en est, ouais. Et voilà. Donc surtout, ça aussi, j'oublie tout le temps de le mentionner. Pouce bleu, abonnez-vous, commentaire. N'hésitez pas à discuter avec Clément et moi. De toute façon, on est là pour vous éclairer si vous êtes jeune, si vous avez 18, 19, 20 ans. C'est pas parce que vous avez 19 ans qu'on parle pas avec vous, hein. C'est bon, à 1 an près, on n'est pas. Non, on est pas ça va, même 17 hein, ça passe. Voilà, même 17, ça passe. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus jeunes. Moi, je sais qu'il y en a qui me contactent, ils ont 16 ans. Alors déjà, je leur dis: Ouais, 16 ans, tu vas lire un livre et ensuite on peut reparler à 18 ans. mais à 16 ans, tu sais qu'aujourd'hui avec la nouvelle génération qui travaille sur internet et cetera, il y en a qui arrivent déjà à se mettre, Ouais, à avoir des pas mal enfin, un petit peu d'argent à investir et tout, qui sortent de plus en plus tôt mmh, et bah, c'est cette excellent. génération-là, elle a un Mmh, un cran d'avance sur la nôtre et nous, on avait un cran ouais, d'avance sur, la génération d'avant, mais c'est très cool tout ça. Ça va dans le bon mmh. sens. Ouais, la démocratisation de la bourse est sur le bon chemin et nous le faisons aussi, donc nous l'avons fait avec Clément Bravo, aujourd'hui. Investisseurs et les investisseuses, Clément, je te souhaite une très bonne, fin de journée, une très bonne Bah, merci soirée, pour selon, l'invitation, c'était, voilà, il y a pas de un bon quoi. un bon match de foot peut-être. Un bon match, oui, parce qu'il commence à 17h. Eh Allez la oui, France. allez les bleus. Allez les bleus. À bientôt. Au revoir. Ciao.